et bienvenue dans votre libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Assiba et Quentin avec la complicité de Romain Causeur qui réalise cette émission. Et pour toutes vos réactions, pour tous vos commentaires, vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr. Vous avez également la possibilité d'envoyer vos messages au 7 21 21 en n'oubliant pas de commencer votre message par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Avant de donner la parole à Isabelle, je voulais vous parler d'un article que j'ai lu aujourd'hui dans le journal Libération au sujet d'un sociologue et anthropologue suisse, Bernard Crétaz, qui vient de démarrer en France ce qu'il appelle son café mortel. Alors c'est un terme délibérément provocateur, mais il s'agit en fait de 2 heures d'échange à bâton rompu autour de la mort, de renouer, et je cite Libération, de renouer avec la tradition païenne des repas de funérailles, et finalement ces repas où les vivants resserraient leurs liens tout en lâchant ce qu'ils avaient sur le cœur, et de pallier ainsi les lacunes d'une société du bonheur et de la consommation obligatoire qui a chassé la mort des représentations et des discours, obligeant ceux qui restent à s'enterrer avec leurs secrets, et j'ajouterais avec leurs souffrances. Alors, ça me paraissait important de vous parler de cet article et de cette initiative que je trouve très intéressante, parce que souvent dans cette émission, et particulièrement ces derniers temps, il faut dire qu'on approche de la Toussaint, on a eu beaucoup de témoignages autour de la difficulté après le décès d'un proche, comme ça à rester avec cette douleur, d'autant que on se sent souvent très seul, très isolé, avec pas la possibilité d'en parler, avec une douleur qui ne passe pas, et je trouvais cette idée de pouvoir comme ça se réunir, en parler, une belle initiative. Alors c'est vrai que Bernard Crétaz, et ça fait 6 ans déjà qu'il organisait cela en Suisse bénévolement, et qu'il a débuté cette expérience à Paris. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Café mortel, qui est paru aux éditions Labor et Fides, ou Fides, je sais pas comment ça se prononce. Labor, c'est Labor, et Fides, c'est Fides. Voilà, et donc Bernard Crétaz, CRE2TAZ, et vous pouvez retrouver certainement l'article sur le site de Libération, c'est Libération d'aujourd'hui, qui s'appelle Café mortel, trépasse sur le pouce. Et d'ailleurs, il y a un site aussi pour si vous, alors, parce que pour le moment c'est mis en place à Paris, mais il y a un site pour pouvoir le contacter, parce que après tout il y a possibilité d'organiser des cafés ailleurs dans d'autres grandes villes, et pour le contacter, le site c'est be.crétaz, CRE2TAZ, @ après c'est blue, BLUE, WIN.ch. Voilà, vous pourrez sinon appeler le 39 21 et on vous redonnera toutes les coordonnées. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que j'ai une petite réflexion que j'arrive pas toujours à comprendre. Voilà, je suis divorcée. Je vis avec quelqu'un qui est divorcé. Son divorce s'est pas forcément bien passé. Et ce qui m'embête, parce que franchement, j'avoue que ça m'embête, c'est que mon ex-femme ait toujours gardé le nom de femme mariée. Lui est d'accord, et je trouve que
Moi, je trouve que ça fait encore une relation qui reste entre eux, même si elle veut plus lui parler ou qu'elle ne veut plus le voir. Quelque part, ça me dérange et j'arrive pas à comprendre pourquoi elle a voulu garder son nom. Parce que moi, quand j'ai divorcé, j'ai repris mon nom de jeune fille. Ils ont des enfants ? Oui, il y a 2 enfants. Une majeure et une mineure. Est-ce que c'est pour garder le même nom que les enfants ? Oui, puis aussi, elle parlait aussi de son travail. Oui, c'est ça, j'allais vous demander, est-ce qu'elle est en libéral ? Oui, elle travaille. Ah oui, donc ouais. Certainement, oui, c'est compliqué pour elle. Elle est connue sous ce nom-là. Voilà, oui. Voilà. Mais, c'est ça, donc ça fait, c'est plutôt pour cette raison-là, je pense. Oui, mais ce qui est gênant, à mon avis, c'est que, elle veut vraiment plus son ex-mari, elle veut plus du tout lui parler. Mais ça, c'est plutôt rassurant pour vous. Oui, oui et non, parce que moi, ça m'embête un peu pour les enfants, parce que les relations se passent bien. Je vous entends pas bien, Isabelle, restez près de votre téléphone. Les relations se passent bien avec ses enfants, mais ils ne se parlent pas entre eux. Donc elle a voulu aussi, quelque part, vu qu'elle veut plus le voir, moi je me dis, je comprends pas pourquoi elle a voulu garder ce nom, même si c'est pour le travail et pour les enfants. Ça m'interpelle, ça me gêne quelque part. Mais qu'est-ce qui vous gêne ? Je trouve qu'il reste toujours un lien. Oui, mais on voit que finalement, c'est ce lien, vous gêne, vous embarrasse, alors que finalement, dans les faits, il n'y a plus de lien entre eux. Ah bah oui, il n'y a plus de lien. Alors, vous voyez, d'un côté, vous dites, il y a le lien du nom. Oui. Vous voyez, comme vous êtes paradoxal, vous dites que il y a ce lien, vous dites ça me gêne qu'il reste un lien, et puis de l'autre, vous dites ça c'est embêtant qu'il n'y ait plus de lien entre eux pour les enfants. Oui, parce que moi j'ai des enfants, donc le problème c'est que ça passe par les enfants quand il y a des informations, des choses comme ça. C'est regrettable pour les enfants, ça je suis d'accord avec vous. Moi ça me gêne parce que les enfants, ils n'ont pas non plus à subir la séparation des parents. Mais vous voyez bien qu'il ne reste pas de lien sur le plan finalement conjugal. C'est-à-dire qu'au fond, elle voit les avantages personnels que ça lui apporte dans le cadre de sa profession. C'est-à-dire que ça serait compliqué peut-être par rapport à la clientèle ou aux patients, je ne sais pas, peu importe la profession qu'elle exerce, de devoir reprendre son nom de jeune fille, parce qu'elle est connue sous le nom sous son nom de femme. Oui. Donc c'est vrai que elle est connue sous ce nom-là, donc beaucoup de femmes comme ça en profession libérale parfois gardent le nom de leur ex-mari, même si elles ne sont plus avec lui, pour cette raison-là. Oui, mais moi je... Parfois même accolent à leur nom ce qui arrive, on voit sur des plaques, on voit parfois un autre nom après si elles se remarient. Oui. Et oui, parce que elles sont connues sous le premier nom. Je pense pas qu'elle se remarie, mais... Ça, vous n'en savez rien, Enfin, je pense. Mais moi, ça me gêne. Et quand on en parle tous les deux, il me dit, mais non, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui vous gêne autant ? Parce que vous voulez vous remarier avec lui ? Vous voulez vous marier, vous, avec lui ? Vous remariez, puisque vous avez été marié. Oui, se marier, pas forcément. Pas forcément. Je pense qu'il me gêne le plus, en fin de compte, c'est peut-être un peu la jalousie. Oui. Pas forcément jalousie. La vie d'avant qu'il avait. Des moments qu'ils ont eus, heureux ou pas heureux. Et je pense que ça, quelque part, ça me gêne. Pourquoi, je ne sais pas. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui est jaloux. Mais quelque part, ça me gêne. Je pense que j'accepte pas toujours qu'il ait eu une vie avant.
c'est bizarre. C'est pas tous les jours, hein, c'est de temps en temps. Quand des fois il y a des moments où ça va pas, je me dis ouais quand même, il a eu une vie avant, mais on aurait pu peut-être avoir des enfants ensemble ou faire quelque chose d'autre. C'est une petite pointe de jalousie quand même. Et le fait qu'elle ait gardé ce nom me gêne beaucoup. Oui, c'est ça. Bon, c'est bien de pouvoir déjà mettre des mots là-dessus, hein. Et je m'aperçois que le fait de se séparer ou de se divorcer, c'est quand même c'est pas difficile, mais il y a des petites difficultés qui arrivent au bout de quelques temps, se dire on a eu une vie avant. Mais vous aussi, vous avez eu une vie avant, Isabelle, oui, puisque vous me dites que vous êtes divorcée vous-même. Ben oui, mais lui, il a continué. Il a tourné la page. Donc il m'a dit moi je suis séparée, je suis divorcée. Oui. Oui, j'ai eu une vie avant. Et alors, justement, vous, cette vie d'avant? Je sais pas. Je crois que, je pense que des fois je me dis qu'il va retourner avec elle, bien que je sais que ça se passera pas. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? 5 ans. 5 ans. Bon. Pourquoi vous vous dites ça en ce moment? Je sais pas. Je me le dis de temps en temps. Qu'est-ce qui vous fait douter de vous, ou de lui, ou de votre relation? Je doute pas de la relation, je doute pas de lui, mais ou de vous alors? De moi, parce que je me dis que j'ai peut-être pas toujours confiance en moi et que déjà quand on s'est connus, j'ai toujours eu un petit peu le sentiment d'infériorité parce que lui il a fait des études et pas moi. Et ça me gêne quelque part parce que je me dis je suis pas très intelligente et un jour il va en avoir marre et vous voyez c'est des choses comme ça et oui, mais c'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études que vous n'êtes pas intelligente. Je me le dis en moi-même, hein, je me dis non quand même, mais ça revient, c'est récurrent, ça revient régulièrement en me disant non, je sais pas ça ou je sais pas faire ça ou je sais pas. Oui, il y a un petit complexe d'infériorité là. Ah, oui, et peut-être par rapport à son ex-femme qui elle, justement, vous comparez à elle sur ce plan-là? Oui, un petit peu quand même. Oui. Moi, un petit peu, parce que ils ont fait des études tous les deux. Et c'est vrai qu'à par moment, je me dis, je suis pas forcément intéressante, quoi. Mais je sais que je le sais, hein, ce complexe. Hein, oui, certainement, ça remonte avant de. C'est profond, ça. Oui, je pense. Mais bon, je vis avec. Ça l'a pas. Oui, vous vivez avec, bien sûr, mais comme tous les complexes, parfois ça empoisonne quand même un peu l'existence. Ce sentiment de pas être suffisamment intéressant, alors passer les premiers temps où effectivement de la rencontre, de la passion, où finalement ce manque de confiance vous le traînez depuis longtemps. Ah oui, moi je. Parce que ça n'a pas empêché cet homme de vous aimer, et puis vous comparez vous faites un amalgame qui n'a pas lieu d'être entre le niveau d'études et l'intelligence. Vous le savez au fond, vous le savez, c'est-à-dire que je le sais, mais il y a des personnes qui n'ont pas fait d'études, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intelligentes. Après, c'est une question d'opportunité, de possibilité, d'accès aussi de faire des études. Peut-être qu'à ce moment-là aussi, ce n'était pas votre souhait, vous n'en aviez peut-être pas la possibilité. Après, il y a des personnes qui font des études, alors qui acquièrent des connaissances dans un domaine précis. Pour autant, elles sont pointues dans un certain domaine, mais sur le plan de l'intelligence, dans notre,
elles peuvent manquer singulièrement d'intelligence dans bien des domaines de la vie. Oui, mais ça revient, c'est souvent Oui, ça non, mais revient. ça, bon, vous le savez, mais il y a quelque chose qui fait que vous complexez. Donc, bon, et pourtant, dans ce couple, il est avec vous, et puis il n'entretient pas des relations avec son ex-femme. Enfin, je veux dire, ils n'ont manifestement pas aucune envie de se voir. Hein. Ils se sont quittés Non, d'ailleurs, ça... et puis ils n'entretiennent même pas de relations amicales. Ah non, ça... Ce qui pourrait être le cas après tout. Hein. Ils pourraient avoir conservé des relations, assez même cordiales. Oui, moi c'est par rapport aux enfants, hein, c'est ça qui est bon, ça c'est gênant pour les enfants, mais non, ils n'ont aucune relation et d'ailleurs il veut plus la voir. Quand tout ça se sera terminé, bon après quand les enfants, la petite sera majeure, il y aura beaucoup moins de problèmes. Parce que bon, mais elle est quand même toujours plus ou moins en travers de nous pour l'instant. Tant que toutes les affaires ne sont pas faites. Il y a toujours cette personne, on n'en parle pas beaucoup, mais ça revient puisque le divorce n'est pas tout à fait terminé. Et moi, je trouve que ça revient quand même souvent, quoi. J'aimerais que tout ça se soit fini et qu'on puisse passer à autre chose. Alors, elle revient parce qu'il y a du conflit. Voilà, il y a toujours du conflit. Oui, mais vous voyez bien qu'elle revient parce qu'il y a du conflit. Oui. C'est pas, elle ne revient pas parce qu'il y a un désir, parce qu'il y a une nostalgie, parce qu'il y a autre chose, parce qu'il y a du conflit et parce que effectivement ça reste compliqué, ça complique la relation avec les enfants. Et vous, de ce conflit, vous mettez martel en tête et vous torturez inutilement. Pas forcément, non, mais moi j'aimerais que ce soit fini, quoi. Mais c'est fini. C'est ça le problème. C'est fini, mais ça ne peut pas. C'est fini, mais si vous voulez, c'est fini. Je suis d'accord avec vous. Vous aimeriez, oui, que ça soit fini, que ça soit net et carré. Mais vous, dans votre couple, vous arrivez à avoir des relations apaisées, c'est ça? Ah oui, dans votre précédent couple? Oui, nous avons divorcé. On a été au tribunal ensemble. Nous, ça s'est très très bien passé. Quand il y a un souci, on s'appelle pour les enfants. Non, il n'y a aucun problème. Bon. Ah non, moi ça, là-dessus, je me plains pas. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Il se plaint de quoi, au juste, lui? Mon ami? Oui. Rien. Pour lui, il m'a dit, tu laisses tomber, c'est mon problème. Mais eh bien, alors vous le prenez au mot. Ouais. Voilà, effectivement, vous laissez tomber et vous le laissez lui régler cela quand il a des difficultés, quand il a des choses à régler avec son ex-femme. Oui. Et vous arrêtez de cogiter sur son ex-femme qui porte son nom et sur ses problèmes avec ses enfants. Et vous vous concentrez sur votre relation à tous les deux. Parce que sinon, vous laissez cette ex-femme, je répète bien, cette ex-femme, empoisonner votre relation à tous les deux. Oui, parce que mine de rien, ça empoisonne quand même. Hein. Bah oui, mais vous lui donnez trop de place. Chaque séparation, est différente. Tant mieux, Isabelle. Vous avez pu vous séparer et faire en sorte d'être dans un contexte assez pacifié où vous arrivez à être, et tant mieux pour vous, tant mieux pour vos enfants, arriver à prendre des décisions communes, les concertant et avoir fait la part des choses de vos différents conjugaux. Eux, il y a des différents qui traînent. Elle est seule de son côté. Oui, je pense, oui. Oui. Bon, peut-être qu'elle, effectivement, elle a du mal à accepter que votre amie soit et refait sa vie, hein. Et que c'est une façon de... Je ne sais pas, on peut pas être à sa place, c'est une hypothèse. Mais peut-être que ça peut être une façon en étant dans le conflit, de prolonger un lien. C'est son problème à elle. Ça doit pas devenir le vôtre. Oui. Donc quand il vous dit « c'est mon problème et laisse-moi le gérer », eh bien, oui,
Il a raison. Oui, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, je suis d'accord avec lui. Mais il y a des fois, j'ai envie de prendre ma voiture et d'y aller, et puis de me fâcher avec elle, quoi. Parce que ça m'agace. Mais non, mais parce que au fond, ça ne résoudrait rien. Vous déplacez le problème. C'est un peu après vous-même parfois que vous êtes fâché. Ouais. Oui, je pense. Parce que bon. Vous lui donneriez beaucoup trop d'importance. Elle appartient au passé. Vous êtes dans le présent de cet homme. Ouais. Ce que dit Prune, il ne faut pas vous sous-estimer comme ça. Ah, mais c'est plus fort que moi, ça, faut que je me sous-estime. Donc, en vous sous-estimant, vous risquez à long terme de mettre en danger votre relation. Donc, il a son passé, cet homme. Il a eu effectivement cette femme, oui, à un moment donné, il a aimé. Bon, aujourd'hui, il ne l'aime plus. C'est compliqué, comme quand on s'aime plus, qu'il y a des enfants et que donc forcément les enfants, il y a quand même du coup des liens parce qu'il y a les enfants parlent de leur mère, il y a des choses. Bon, donc il est obligé d'avoir. Non mais attendez, il est quand même obligé d'avoir un minimum de contact via les enfants et autres. Bon, il n'y aurait pas d'enfants, ça serait plus simple. Mais aujourd'hui, c'est vous la femme qu'il aime. Donc qu'est-ce que vous ramenez toujours à cette femme ? C'est vous qui êtes dans sa vie. Oui. Donc oui. il faut arrêter simplement de vous sous-estimer. Vous savez que vous avez un problème, un peu de manque de confiance en vous. Bon, écoutez, c'est plus là-dessus peut-être qu'il faut un peu réfléchir, peut-être travailler là-dessus, essayer de vraiment de prendre un peu confiance en vous. Il est jamais trop tard, hein. Et puis d'arrêter de tergiverser là-dessus. Vraiment. Oui. Oui, non, mais D'accord. Oui. Je vais essayer. Non, mais j'essaye. Non, mais j'y arriverai quand même. Mais il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Oui, non, mais c'est toujours un peu compliqué, en fin de compte, de se remettre avec quelqu'un et de... Il y a quand même des difficultés que je ne pensais pas. C'est toujours difficile. Enfin, c'est pas difficile, on y arrive. Mais... Oui, mais les difficultés, elles sont plutôt, ça vient en vous. Quelques mails pour conclure. Valérie du Pas-de-Calais qui dit c'est surtout vous qui avez besoin d'être rassuré un peu. Attention à la jalousie qui peut finir par installer un doute dans votre relation. Le doute, il vient de vous. Je suis pas jalouse, je veux dire. Mais il y a une jalousie. On va pas refaire le débat parce qu'on va pas. Si vous l'avez dit, mais c'est mieux de le reconnaître. Il vaut mieux mettre des mots. Il y a une petite forme de jalousie, oui. Mais jalousie en termes de parce que comme quand on doute de soi. Oui. Annie qui dit l'intelligence n'est pas en rapport avec le savoir et les sentiments avec votre ami. Vous n'en parlez pas. Faites confiance à l'autre. Et puis, vous devez accepter le lien qui existera toujours entre lui et son ex via les enfants. Mais le lien, il est quand même bien abîmé, hein, de toute façon. Donc, c'est avec vous qu'il est là. First Lisa qui dit, on peut pas faire abstraction de la vie antérieure de quelqu'un. Et qu'il est important avant tout de vous apaiser. Catherine de Rennes qui dit « Oh là là Isabelle, vous vous compliquez bien la vie. C'est très courant tout ça, il n'y a rien d'ambigu. Elle est connue sous ce nom pour son travail par rapport à ses enfants. Et il n'y a pas de problème à tout ça. Il y a Angèle d'ailleurs qui dit « Il existe effectivement un texte de loi qui autorise la conjointe à garder son nom d'épouse dans un intérêt social et familial. » Voilà, un petit peu les réactions qu'on a eues par rapport à votre témoignage. Merci en tout cas de votre confiance. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des réactions qui arrivent au 7 21 21 pour Isabelle. Amanda de Corse qui dit cette possessivité vous empêche de vous valoriser et de vous aimer. Cathy qui dit mais pourquoi ne pas en parler à votre mari ?
attention, hein, parce que moi je pense que ça peut être un peu mal interprété. Je pense que c'est avant tout elle-même, Isabelle doit un peu aider, prendre conscience que sa fragilité là vient d'elle. C'est elle qui doute d'elle avant tout. Donc elle doit un peu travailler sur elle-même, sur ce manque de confiance en elle, ce complexe qu'elle a depuis longtemps et s'apaiser, peut-être se faire un petit peu aider là-dessus. Marie-Claude dit il faut laisser son amie, alors elle dit Marie-Claude terminer son histoire, mais elle est terminée je pense, mais bon c'est il y a des conflits comme ça qui durent parfois malheureusement pendant plusieurs années, surtout quand il y a des enfants. Marie-Claude dit sinon ça peut engendrer des problèmes entre vous deux. Et puis Alain dit il n'y a pas d'ex-femme, il reprend l'expression, il dit il y a une première femme, une deuxième femme, il faut l'accepter, dit Alain. Bonsoir Paula. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi mon problème, mon mari est bipolaire. Oui. Vous venez de vous marier récemment, je crois. Voilà, absolument. On s'est mariés l'année dernière. On s'est rencontrés en 2004. Je savais qu'il était bipolaire et je savais aussi qu'il avait eu des problèmes d'alcool. Donc il était abstinent quand on s'est rencontrés. Il m'a raconté ça assez rapidement. Bon, pendant 4 ans, ça a été parfait. On s'entendait très bien. Il y avait une énorme complicité. Et puis, moi, je désirais me marier. Je me suis jamais mariée. Lui non plus. Lui, il a une fille d'une première union, mais il s'est jamais marié. Et c'est lui qui a décidé, qui m'a demandé en mariage, donc j'ai accepté, etc. Et depuis, c'est la catastrophe ponctuellement. C'est-à-dire que d'abord, son humeur a énormément changé. Et surtout, maintenant, régulièrement, il prend l'habitude. Bon, on vit dans 2 appartements, parce que moi, le mien est trop petit, on n'a pas déménagé, il a gardé le sien. Et le sien, c'est à lui, et le mien, c'est à nous. Hein. Et quand il vient ponctuellement, on se voit une semaine sur 2, parce que quand il vient à la maison, la première soirée, ça se passe au début très bien, puis finalement très mal, et ensuite, eh bien, il part toute la nuit dans Paris. D'accord. Voilà. Et alors, il dérive il va dans des boîtes, il fait... je sais pas trop ce qui se passe. Alors, moi, je suis très, très angoissée. Je me sens coupable, je repasse le film, etc. Alors, au début, bien évidemment, je passais une nuit blanche. Il revient vers 6 heures. Puis là, dernièrement, il est carrément revenu à 3-4 heures de l'après-midi. Il est super excité, très, très mal. Et étant super culpabilisé par rapport à son attitude, très vite, quand il revient à la maison, quand il retombe, il devient extrêmement agressif, mais pas en geste, parce que c'est quelqu'un de très doux, c'est quelqu'un de très gentil, mais se sentant tellement mal, avec un énorme malaise, il rejette tout sur moi, et je deviens, alors à ce moment-là, j'ai droit à toutes les critiques possibles et inimaginables. Alors, j'essaye de faire la part des choses en disant que c'est pas moi qui suis concernée. N'importe qui à ma place aurait exactement le même rôle. Mais très vite, au bout d'un certain temps, ça crise, quoi. Enfin, je supporte plus. Souvent, je trouve que c'est injuste, en plus. Et je le prends très mal, et alors ça par moments ça devient vraiment extrêmement pénible. Alors je lui dis écoute, on va pas en arriver à des reproches et sur cette pente savonneuse, mais par moments moi je supporte plus et je sais plus quoi faire, quoi. Et par la suite, après, il devient beaucoup plus calme, mais il y a toujours, et ça se répète de plus en plus cette dérive. Mais dites-moi... Alors, c'est un peu difficile à vivre parce que, on communique beaucoup, on s'exprime beaucoup, mais en fait, c'est coup d'accélérateur, coup de frein, coup d'accélérateur, coup de frein. Et là, récemment, il passe des nuits sur Internet
Et ça devient depuis le mariage. Et il n'arrête pas de me dire en leitmotiv, oui, depuis le mariage, tu as changé, tu supportes plus rien. Comment ça se passait justement pendant ces 4 ans? Vous dites ça a été parfait, mais vous fonctionnez sur le même mode, c'est-à-dire que c'était une semaine. Oui. Il venait une semaine comme ça, vous habitiez ensemble pendant une semaine. Oui, parce et pendant cette semaine-là, vous viviez ensemble et il restait avec vous. Oui, exactement. Alors il venait 2 jours, 3 jours. Enfin bon, parce qu'en plus il avait un travail à proximité à ce moment-là, et très vite maintenant il travaille plus. Hein, il est en arrêt. Pour quelle raison? Il est en arrêt invalidité. Alors, oui, mais alors ça c'est important. Il y a une espèce de déconnexion, vous savez, par rapport. Moi, je travaille beaucoup. Je suis éducatrice, hein, je m'occupe d'enfants, donc je travaille beaucoup. Oui. Et lui, pas du tout. Donc on vit pas toujours dans le même lieu. On n'a pas du tout le même rythme. Mais pendant 4 ans, ça posait pas de problème. Et depuis le mariage. Oui, mais alors en dehors du mariage, bon, parce que j'entends ça, mais il a arrêté son travail depuis quand? Ça fait, ça fait 5 ans, 6 ans maintenant. Okay. Ça fait 5 ans. Il a travaillé qu'1 an pendant qu'on se connaissait. Bon. Est-ce qu'il est suivi? Oui. Oui, mais alors ces périodes-là d'errance que vous décrivez, parce que ça ressemble quand même à des états, ces périodes comme ça, un peu d'excitation où effectivement il n'arrive pas à trouver le sommeil, il sort, ça semble bon, c'est d'accord. Il y a le mariage, il dit peut-être vous avez changé, mais enfin il y a quand même des périodes comme ça d'instabilité de l'humeur où bon, il y a peut-être le mariage, mais ça abonde aussi. Peut-être qu'au fond, il se sent pris dans un carcan. Mais enfin, il y a aussi ces troubles de l'humeur, hein, dont il faut prendre en compte. Alors, comment est-il suivi? Est-ce que parallèlement à son traitement, il a une prise en charge psychologique? Il est juste à côté de moi, donc ça. Oui, j'entends. C'est ça. C'est un petit peu ce qui m'ennuie parce qu'il me semblait bien que j'entendais un monsieur tousser derrière. Je trouve un peu délicat d'ailleurs que vous m'appeliez alors qu'il est à côté de lui et que vous parliez pour lui. Ça me gêne. Oui. J'avoue que ça me gêne un peu. Ça vous gêne? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a une communication assez importante. Oui, et puis j'avoue que moi, je me situe plus. Et c'est vrai qu'il a pris un peu le dessus par rapport à ce rythme, etc. Et moi, je me sens décalée parce qu'à la fois, j'ai un rythme extrêmement régulier, équilibré, etc. Et de plus en plus, je suis aussi basculée dans ce va-et-vient permanent. Donc, je me situe plus. J'avoue que je... Qu'est-ce qu'il en dit de votre appel ce soir? Il était d'accord. Il était d'accord parce que on est sur le point de, par exemple, là, il va sur Internet et il rencontre des gens sur Internet, notamment des femmes par la suite. Et moi, je lui ai dit que ça, c'était pas supportable. Mais puisque vous êtes d'accord tous les deux, vous pour rappeler que vous êtes dans une souffrance, enfin que c'est difficile à vivre pour vous, que lui, bon, alors je ne sais pas comment il ressent les choses. Bien sûr, je pourrais demander qu'il s'exprime à l'antenne, mais enfin, en même temps, ça reste de la radio, c'est pas une consultation. On va pas faire à l'antenne. Je le dis souvent, on fait pas de la thérapie à l'antenne, et je veux pas faire de la thérapie de couple à l'antenne, ça n'aurait pas de sens. Mais pourquoi vous n'iriez pas ensemble voir un thérapeute, en parler, puisque vous semblez disposé à le faire. En même temps, vous traversez une période difficile pour votre relation. Le mariage a pu cristalliser certaines choses, mais vous semblez tenir l'un à l'autre et disposés à en parler l'un et l'autre. Alors c'est pas la même chose effectivement d'appeler une radio que d'aller voir un thérapeute pour en parler, mais au moins vous pourriez vous exprimer l'un et l'autre, c'est-à-dire vous comme vous le faites ce soir, mais aussi votre mari.
me consulter, oui, tout Oui. à fait. Parce que votre mari le fait, par rapport à ses troubles de l'humeur, mais là, vous pourriez vraiment vous exprimer par rapport à votre relation de couple. Oui, tout à fait. Parce que si vous voulez, là, ça m'ennuie un petit peu de parler de ce que vous pouvez ressentir, éprouver dans cette relation, étant donné que votre mari est à vos côtés. Si je le faisais, ça voudrait dire que, écoutez, étant donné qu'il est à vos côtés, à ce moment-là, il faudrait aussi, quand même par respect et équité, je devrais aussi lui donner la parole. Et là, on tomberait un peu dans le côté consultation, ce qui n'est pas le but non plus de cette libre antenne. Vous voyez ? Oui, tout à fait, je comprends. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, moi, je me trouve partagée entre deux mondes, entre le mien qui est quand même assez régulier, équilibré, etc. Et j'ai beaucoup d'attachements, beaucoup de sentiments. Oui. Mais j'en suis à me dire, est-ce que ce sera supportable ? Comment gérer ça ? Et est-ce que alors, il me reproche de un manque de disponibilité, mais étant salarié, et j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, donc je m'investis beaucoup. Donc et puis lui, il a l'impression de rester un peu sur le côté. Déjà, il y a un décalage. Il est clair que vous, en étant salarié, en travaillant toute la journée, vous ne pouvez pas être disponible quand il rentre de ses virées nocturnes. Pardonnez-moi, mais c'est aussi une réalité. Vous n'avez déjà pas le même rythme de vie. Et puis vous ne pouvez pas, de toute façon. Alors après, je ne sais pas comment s'est construite votre relation au départ, et ça, il faudrait peut-être aussi l'évoquer. Mais quelle est aussi cette demande de devoir être disponible, pour lui ? Qu'est-ce que ça suppose ? C'est-à-dire que vous soyez disponible aussi, ça suppose qu'il y ait une réciprocité. A-t-il de la disponibilité ? Puisque finalement, là, il y a une demande où, au fond, il vous reproche de ne pas être disponible. Mais vous, ce que j'entends aussi, c'est que la semaine, au moins que vous êtes censé passer en commun, finalement, il ne l'est pas non plus pour vous. Donc, ça pose la question de quel est le sens de votre relation, si, après tout, ça peut être un choix de mode de vie, et compte tenu aussi en tenant compte des difficultés de votre mari, et peut-être d'avoir gardé chacun votre appartement, mais au moins que vous ayez une semaine passée ensemble, si même cette semaine passée ensemble n'est plus possible. Oui, ça mérite effectivement de s'interroger sur votre lien. Donc tout ça, vous pourriez l'aborder avec un thérapeute de couple. Oui, ce qui n'exclut pas si vous voulez, la démarche que votre mari fait auprès de son psychiatre dans le cadre de sa prise en charge pour sa bipolarité, parce qu'une démarche auprès d'un thérapeute de couple, si vous voulez, c'est quelques séances. Alors après, tout dépend effectivement de la problématique abordée et de la demande soulevée. Mais c'est... Ce qui me gêne, si vous voulez, le point central, c'est qu'en fait, au début, comme je suis quelqu'un quand même avec ce travail, je m'occupe de la maison, j'ai beaucoup de travaux et on vit donc dans l'appartement que moi j'ai acheté, etc. Donc c'est sur mon terrain, donc... J'étais un peu, si vous voulez, un pôle il me semblait que j'étais un pôle d'équilibre, et en fait, je m'aperçois de plus en plus que c'est le déséquilibre qui commence à gagner et qui commence à vraiment tout envahir, quoi. Oui, mais justement, vous avez le droit aussi de ne pas vouloir vous laisser gagner par le chaos et par le déséquilibre. Oui, ça, j'en suis consciente, j'en suis parfaitement alors consciente de tout ça, vous avez aussi la possibilité de dire non. Et après tout, si cet homme qui est à vos côtés, au propre comme au figuré, c'est peut-être aussi
cette stabilité que vous lui avez offerte à un moment donné, et donc vous avez le droit à un moment de faire en sorte de la préserver. Oui, tout à fait. Et donc aussi de préserver votre relation. Maintenant, je pense qu'on ne va pas poursuivre là ce soir, parce que je vous dis, c'est difficile de... Enfin, moi, je trouve ça compliqué de parler de votre relation avec votre mari qui est à vos côtés sans lui donner la parole, parce que je vous dis, je ne veux pas tomber dans la thérapie de couple, c'est pas le propre de cette libre antenne, mais en revanche, je pense effectivement que ça vous serait tout à fait bénéfique à tous les deux d'aller voir un thérapeute de couple et d'aller parler de votre relation. Oui, tout à fait. Avant qu'elle ne souffre trop. Neutre, parce que il est certain qu'une difficulté telle que la bipolarité peut mettre en péril une relation. Oui. C'est pas évident à vivre. Ça, c'est certain. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Au revoir, Paula. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir, Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vois que l'heure des infos arrive, alors je ne sais pas. Oh, vous avez du temps encore, hein? D'accord, très bien. Écoutez, comme je vous le disais en vous posant la question, c'est une question de grand-mère en fait que je vous pose. Nous avons un petit-fils qui a 8 ans, qui va avoir 8 ans bientôt, là. Et oui. qui, alors je ne sais pas si on peut dire il souffre, en tout cas il est victime d'un problème qu'on appelle l'oncoprésie, hein, donc... Et comme nous l'avons en vacances scolaires là avec c'est nous, le fait de ne pas retenir ses selles, hein, en fait. C'est une défécation involontaire ou délibérée. Voilà, on ne sait pas justement. Alors notre question à nous, de grands-parents, c'est qu'en fait cet enfant-là, il en est victime depuis déjà pas mal d'années, hein. Parce que à chaque fois que nous l'avons eu avec ses parents, même à la maison, on avait remarqué qu'il avait souvent ce problème-là. Et donc, on demandait aux parents, justement... Est-ce qu'il a déjà été propre ? Alors, justement, c'est la question qu'on s'est posée, mais on ne saura jamais, parce que les dires des parents sont très ambigus, vous voyez ? Comme souvent, oui. Voilà, je pense nous pensons qu'il a été propre, mais en fait, comme les parents sont un petit peu dans le déni à propos de cette affaire-là, la question que nous sommes posée après coup, c'est de savoir s'il a été réellement propre à une période donnée. Ça, on ne le sait pas. Je vous avoue que si on pose la question directement aux parents, les discours sont toujours un peu alambiqués. C'est-à-dire, que disent-ils ? C'est-à-dire que pour eux, déjà même actuellement, alors que les faits sont flagrants, c'est quelque chose qui lui arrive pratiquement rarement. Alors que là, chez nous, à chaque fois, c'est 1 fois, 2 fois par jour. Oui, c'est ça. Et le petit, donc, quand nous vous demandons, parce qu'on pouvait aussi supposer que... Enfin, nous avons dans notre petite, j'allais dire, approche du sujet, parce que là, nous sommes complètement béotiens. Hein. C'est quelque chose que nous n'avons jamais connu avec nos enfants. Parce que là, il est en vacances chez vous, c'est ça ? Là, il est en vacances avec nous, voilà, tout à fait, tout seul. Et d'habitude, il est jumeau d'une petite sœur qui n'a pas de problème comme celui-ci, au contraire, qui, elle, n'a aucun, mais vraiment aucun problème. Et cette fois-ci, contrairement aux autres fois, il a souhaité venir seul. Et donc, eh bien là, malheureusement, une fois de plus, le problème s'est à nouveau trouvé posé. Et nous avons, sans vouloir trop le questionner, parce qu'on ne veut pas focaliser sur ce sujet-là, ça le gêne énormément. Parce qu'en plus, il le cache quand ça lui arrive, il reste des heures comme ça. Et il est obligé après, lorsque, vous savez, le soir, comme tous les enfants, on prend la douche, le bain, est obligé de nous révéler ces difficultés-là. Il le cache, c'est-à-dire qu'il reste avec sa culotte souillée. Voilà. Des heures et des heures et des heures. Il préfère rester et ignorer, parce qu'on voit bien que dans sa tête, il y a quelque chose qui se ferme. Et il a l'air de vouloir se comporter comme très naturellement. Et puis, pauvre petit bonhomme, quand effectivement la vérité est obligée de faire jour, il vient tout confus. Alors, ce qui nous a déjà beaucoup gênés, c'est que lorsque nous avons abordé le problème avec le papa et la maman, surtout, la maman est dans le milieu médical, il faut le savoir, et même bien placée pour, j'allais dire souvent... Elle est médecin ? Non, pas tout à fait, elle est sage-femme.
Et alors, si je vous dis cela, c'est que ce que nous avons remarqué, c'est très gentil parce que nous adorons notre belle-fille, mais souvent nous disons entre nous que le fait qu'elle puisse mettre des enfants au monde lui donne en fait la science sur toute l'éducation des enfants. C'est assez amusant, hein. C'est un paradigme, c'est-à-dire elle sait mettre les bébés au monde, donc elle sait les éduquer. Bon. Et elle a un peu, si vous voulez, voix prépondérante, vous voyez, dans le couple. Et lorsque nous avons essayé, le papa est le fils de mon mari, hein. D'accord. Le papa, je le connais depuis qu'il est tout petit, hein. Donc, il a grandi avec mon fils. Nous avons éduqué nos enfants ensemble. Donc, je pense le connaître aussi assez pour échanger, mais c'est vrai que pas aussi intimement que si c'était mon propre fils. J'avoue personnellement, hein. Et donc là, par contre, c'est pour ça que nous vous interrogeons, et Caroline, parce que d'abord, nous ne savons pas ce que signifie ce phénomène. Nous ne sommes pas habitués. Nous avons lu toute la littérature, hein, vous savez, sur Internet, comme on peut trouver quand on n'a pas de moyens pour se renseigner. Nous ne savons pas ce que ça signifie. Deuxièmement, nous ne savons pas comment réaborder, parce que nous l'avons déjà abordé. Et là, cette fois-ci, nous sommes décidés à le faire fermement quand même avec les parents, moi le papa. Oui, c'est important, hein, que cet enfant soit suivi. Hein. Voilà, parce que nous estimons que lui souffre. Ah oui. Et ce qui nous fait plus de peine encore, c'est que les parents lui demandent de laver lui-même ses culottes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est pour moi une double peine, si vous voulez. Oui, complètement. Et c'est malheureusement... Il y avait eu d'ailleurs il y a quelque temps dans l'émission c'était une grand-mère comme vous qui appelait pour parler sa petite fille comme ça. Les parents avaient la même sanction. Et c'est très fréquent dans l'encoprésie suscite toujours des sanctions familiales. Et un comportement rejetant. Pour eux, ça a l'air d'être quelque chose de pédagogique. Extrêmement pédagogique. Alors que c'est un symptôme, c'est comme si un enfant qui présente de la fièvre, on lui donne un médicament pour faire tomber la fièvre. Oui. Non, pour faire tomber la fièvre, mais sans savoir ce qu'il y a derrière. Ah oui, c'est ça. Si vous voulez, c'est... Non, parce que ce comportement, évidemment, les selles, le caca, pour parler plus clairement. Oui, c'est ça, on le dit aux enfants. Il y en a, on entend dire c'est sale, on dit c'est caca. Ça suscite beaucoup de honte chez l'enfant. Oui, c'est ça. Donc, il y a souvent beaucoup de sanctions. De la part de l'entourage familial, mais aussi à l'école, et ça aggrave souvent le repli sur lui-même de l'enfant. Tout à fait. Donc il y a souvent une souffrance. Bon, on va en parler après le journal de minuit. D'accord, merci. Restez en ligne, Marie. Restez en ligne. Attendez, ne raccrochez pas, mais là, il faut qu'on laisse la place au journal. Sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 en commençant votre message par le mot nuit, ainsi que vos courriels sur le site europe1.fr. Nous sommes en compagnie de Marie. Alors Marie, vous êtes la grand-mère d'un petit garçon de 8 ans qui est en coprétique. Ça veut dire qu'il ne retient pas ses selles. Pour dire plus clairement les choses, il fait encore caca dans sa culotte. Et vous le saviez, mais là, il est en vacances chez vous. Oui. Et ça se produit 1 à 2 fois par jour. Et vous dites les parents sont dans une forme de déni par rapport à cela. En tout cas,
banalisent, minimisent le symptôme et finalement disent que ce qu'ils appliquent, c'est ils font laver à l'enfant ses culottes en disant que ça lui sert c'est la pédagogie, hein, c'est ça. Oui, simplement, c'est-à-dire que c'est pas un problème. Bon, s'il salit, c'est une nettoie. Voilà, les choses sont aussi simples que cela. Voyons. Vous voyez, c'est alors effectivement. En plus, je me permettais en écoutant les informations, le temps. Remarquez le parallèle avec les informations était assez bizarre. C'est mon petit-fils, mais pendant ce temps-là, je réfléchissais, je me disais, il y a peut-être une anecdote, je voulais vous dire, qui pour moi était surréaliste. Je ne sais pas si ça a un rapport. C'est que une fois, lorsque justement, il y a 2 ou 3 ans déjà de cela, lorsque ce problème a vraiment commencé à vraiment peser, si vous voulez, dans les réunions familiales, les vacances, c'est-à-dire les parents venaient avec les enfants à la maison. Hein, nous avons une maison de mer, donc les enfants venaient passer des journées au bord de la mer et qu'on s'apercevait nettement, ce sont des conversations qu'on a eues comme ça, mais en toute gentillesse, si vous voulez, sans vouloir s'appesantir. Et la maman de ma belle-fille, c'est-à-dire donc la grand-mère maternelle, me dit ah non, mais de toute façon, moi, ça m'est arrivé jusqu'à l'âge de 18 ans, et puis mon fils, donc le tonton, le frère de la maman, lui, jusqu'à 15 ans. Je me suis pincée pour me demander si j'avais bien entendu, vous voyez. Et parce que je me suis dit, est-ce qu'on parle bien de la même chose ? Oui, est-ce qu'ils ne confondaient pas avec l'énurésie ? L'énurésie, voilà. Je n'ai pas trop voulu. Oui, je pense qu'ils ont dû confondre. Ce qui n'est pas la même chose. C'est quand même plus répandu, l'énurésie, c'est-à-dire le fait de ne pas retenir son urine, c'est-à-dire le fait de continuer à faire pipi. Mais l'encoprésie, les selles, c'est beaucoup moins fréquent comme symptôme. Je pense qu'il y a dû y avoir, à mon avis, oui. Écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas parler à la place de ces personnes, mais ça me paraît étrange. Alors, à moins qu'il y ait quelque chose dans cette famille, je ne sais pas. C'est pour ça, je me suis dit, excusez-moi de parler comme ça. Est-ce que l'enfant a été examiné par un médecin déjà, Alors, justement, la question que nous avions posée, déjà, la première chose aux enfants, c'était cela. Est-ce vous avez consulté ? Alors, ils sont allés voir un médecin, et ma belle-fille m'a dit, oui, mais je sais d'où ça vient de moi, c'est moi qui ai un conflit avec mon père, enfin bref, elle est partie dans une analyse de sa psy que moi je n'ai pas voulu, continuer à explorer. Pourquoi votre belle-fille est en thérapie ? Non, simplement, le médecin lui aurait dit que ça venait du fait qu'elle avait un conflit avec son père et que, c'était elle qui était un petit peu à l'origine de cela. Alors, mais elle a vu un pédiatre ou un pédopsychiatre ? Je ne sais pas. Un spécialiste apparemment de l'encoprésie, d'après ce qu'elle m'a dit. Alors, je ne sais pas. Oui, mais alors, je suis très surprise qu'un spécialiste un spécialiste n'a pas pu conseiller de dire de faire laver à l'enfant ses culottes. C'est ça qui m'a... Vous voyez, parce que, alors, c'est vrai que souvent, ce qu'on retrouve dans ces symptômes-là, il y a souvent dans la relation quelque chose de perturbé, dans la relation aux parents. Et alors on va encore dire effectivement qu'on stigmatise les mères, mais je ne tiens pas à stigmatiser les mères, mais il y a quelque chose dans la relation qui est perturbé parce que dans cet apprentissage de la propreté, il y a l'enfant comprend, si vous voulez, si vous le fait, l'enfant comprend que être propre, c'est-à-dire, c'est aussi, il peut faire plaisir ou non à ses parents. Donc, ça peut être aussi pour lui une première manifestation d'opposition. Oui, d'accord. On y a pensé à donc, ça. Il y a, on le voit parfois chez certaines mères, notamment, un intérêt un peu excessif, je dirais, à tout ce qui concerne les évacuations intestinales de l'enfant. On voit parfois les pédiatres le disent, des mères qui encore utilisent même parfois des suppositoires, des choses un peu qui s'apparentent presque à des laments pour elles ne supportent pas une
journée de constipation chez leur enfant. Vous voyez, quelque chose d'assez un peu intrusif autour de l'enfant. Bon, alors dans tout ce qui est belle-fille comme cela, bon, tant mieux. Alors dans tout ce qui est l'apprentissage de la propreté, si vous voulez quelque chose parfois d'un peu coercitif, trop précoce, bon, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. De toute façon, ce qu'il en a à 8 ans, ce qu'il est certain, c'est qu'il ne faut pas laisser ce petit garçon dans cet état-là, parce que ça nécessite une prise en charge à la fois pédiatrique et psychiatrique, c'est-à-dire avec un pédopsychiatre, parce que ce trouble entraîne très souvent une baisse de l'estime de soi, parce qu'il y a un sentiment de honte. Oui. Enfin, ça se comprend. De culpabilité et parfois, quand ça dure, ça peut se compliquer de dépression. Faut pas oublier que la dépression existe chez l'enfant. Donc je veux pas noircir le tableau, mais enfin, on ne laisse pas s'installer un tel symptôme chez un enfant. Surtout, vous voyez, les soirées pyjama, là, ils commencent à faire des périodes de scout. Vous savez, les parents, donc, les mettent... Alors, comme si, je me demande, on s'est posé la question si implicitement, ils se chargeaient pas, en les voyant, par exemple, au scout, de dire, en fait, finalement, par là, tu vas être obligé de te discipliner. Vous voyez? On s'est demandé... Non, mais écoutez, moi, tout ça, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Je reçois un message de Coco qui dit, je comprendrai jamais qu'on puisse punir un enfant en lui faisant laver ses culottes, voire le dresser, alors qu'il n'y est pour rien. Caroline. Ça me fait penser un peu, vous voyez, je pense à cette regrettée Alice Miller, qui était une merveilleuse psychanalyste, qui est aujourd'hui décédée depuis peu de temps, et qui a écrit un livre sur la pédagogie noire qui s'appelle C'est pour ton bien, que je recommande vraiment, où finalement toutes ces petites violences quotidiennes infligées aux enfants. Alors je dis pas que c'est le cas, je veux pas culpabiliser les parents, mais sous couvert de pédagogie, sous couvert de ces violences qu'on inflige, parce que enfin, je veux dire, bon, on va pas tomber dans la scatologie, mais enfin, vous imaginez, pour un petit garçon de 8 ans, on ne peut pas, c'est insupportable déjà la honte, la culpabilité qu'il doit avoir, et puis d'abord, matériellement, c'est très dur. Qu'est-ce que vous voulez, le pauvre petit bonhomme, il peut pas, quoi. Enfin, je veux dire, laver, c'est déjà un adulte, c'est bien compliqué. Alors bon, ça sert à rien, quoi. Il y a une souffrance qui est ailleurs, il y a quelque chose à comprendre, et je vous dis, ça nécessite à la fois un suivi pédiatrique et pédopsychiatrique. Alors, bon, votre belle-fille, il y a quelque chose qu'elle a entendu. Il y a quelque chose qu'elle a entendu, puisque d'une certaine façon, elle dit oui, ça concerne la relation à mon père. Bon, il y a peut-être quelque chose dans cette famille, qui se transmet d'une souffrance. Tout à fait. Peut-être lui dire, écoute, au fond, il y a peut-être d'une souffrance. Il s'agit pas. Peut-être qu'au fond, elle se sent elle-même très coupable, qu'il y a quelque chose dont elle culpabilise pour peu de choses. Donc, vous voyez, elle est dans la compétition pour ses enfants vis-à-vis des autres enfants. Il faut que les sorties d'école, les mères parlent entre elles. Avec mon autre belle-fille qui est médecin, l'autre belle-fille est médecin, nous avons été ahuris une fois de l'entendre parler de l'angoisse qu'elle a de ne pas avoir des enfants parfaits, vous savez, de faire des compétitions. Mais on lui a dit, mais excuse-moi ma chérie, mais calme-toi, tes enfants sont normaux, ils sont mignons, en plus ils sont beaux comme des dieux, ils réussissent bien à l'école, qu'est-ce qu'elle veut de plus? Mais on s'est dit, mais c'est pas possible que des jeunes mères soient aussi déjà dans ce stress. Et on s'est demandé si cet enfant, c'est pas une sorte d'éponge qui, justement, absorbait tous ces chocs-là. Mais ça nous a semblé ahurissant de voir comment... Mais pour un enfant qui doit être parfait, qui doit être, voyez, oui, c'est un enfant parfait, mais qui continue à faire caca dans sa culotte. Et voilà. Peut-être qu'on lui en demande trop à ce petit bonhomme. Alors peut-être que là où vous aurez le plus de chances d'être entendu, c'est justement en n'étant surtout pas culpabilisante vis-à-vis de votre belle-fille, surtout pas, mais plutôt en disant, en entendant elle sa propre difficulté, peut-être souffrance d'enfant. Qu'elle communique, en disant, quand elle vous a dit, oui, je sais, il y a quelque chose de mon histoire avec mon père, dire, les enfants sont de, comment dire, les enfants souvent peuvent
perpétuer souvent au même âge d'ailleurs, répètent au même âge que leurs parents. Enfin, comment dire, non, je vais pas être claire là, je le sens. Souvent, ils répètent au même âge que leurs parents quand ils étaient enfants. Des difficultés, ils peuvent finalement inconsciemment reproduire des choses, des difficultés. C'est ce que vous disiez d'une autre façon quand vous disiez qu'ils étaient des éponges, et que peut-être au fond cet enfant dont on attend beaucoup de choses, il a aussi une sensibilité très grande, très grande, très sensible, et qu'il exprime quelque chose et qu'il sent aussi chez sa maman une souffrance, une difficulté, peut-être quelque chose, et que ça serait bien que lui puisse parler, parce qu'il y a son histoire à elle, mais lui, il a besoin de dire quelque chose, de mettre des mots là-dessus, qu'on peut pas le laisser avec un tel sentiment de honte. Ah, nous sommes bien, donc nous avons bien... Peut-être que vous pouvez dire, en tout cas, dire pour lui, dire que vous sentez qu'il y a un sentiment de honte. Voilà, vous pouvez dire les choses comme ça, quoi. Oui, d'accord. Mais et puis bon, alors derrière il y a quand même aussi, mais on l'a pas évoqué, mais il y a cette histoire de gémellité qui est quand même aussi complexe, qui peut compliquer les choses. Justement, c'est que la petite sœur, tout à fait est différente. D'ailleurs, sa sœur se situe toujours dans la position de son frère. D'ailleurs, c'est très étonnant. Ce que l'un aime, l'autre va se dépêcher de ne pas aimer. Ce que l'autre n'aime pas. Mais ça, c'est pas mal. Ça veut dire que au fond, mais enfin, c'est quand même très compliqué pour lui dans cette peut-être compétition qu'il peut y avoir, d'avoir une sœur qui elle, voilà, il y a pas ce problème-là. Alors il se différencie, à commencer à vraiment aborder avec nos enfants, donc notre fils. Vous pouvez d'autant plus de dire que là pendant les vacances, ça s'est produit tous les jours, et qui serait quand même que c'est. C'est temps de s'en préoccuper sérieusement, quoi. De l'aider, ce petit. Oui, de quand même l'aider, c'est cet enfant, pas le laisser enfermé comme ça. Voilà, parce que ce qui était en plus à un moment étrange, c'est que on s'est vraiment posé des questions, c'est laisser entendre que ça se produisait plus chez nous que chez les autres, vous voyez, parce que chez les autres grand-mères, ceci dit. Et lorsque le petit, donc là cette semaine, nous en avons parlé très naturellement. Je lui ai dit, mais s'il y a quelque chose qui te gêne chez papy et mamine, il me dit non, ça arrive à la maison, ça arrive chez les autres grand-mères, vous voyez. Donc, et à l'école? Alors non, il m'a dit justement moins, non. Il m'a dit beaucoup moins souvent quand il est à l'école, parce qu'il est très concentré. C'est presque, j'ai envie de dire, dommage, parce que finalement, dommage. Voilà. Si ça se passait à l'école, au moins, à l'école, il y aurait, les instituteurs demanderaient aux parents, de faire quelque chose. De faire quelque chose. Non, mais c'est comme si l'enfant, par réflexe de sécurité, ne le faisait pas. Mais plus, je veux dire, allez-y doucement, vous voyez, parce qu'on sent chez la mère une réaction très très défensive. On sent que ça touche quelque chose de douloureux chez elle. Très fort chez elle. Et donc elle se défend, et certainement que amener l'enfant, c'est peut-être il y a quelque chose d'un peu dangereux chez elle. Mais parfois, chez les parents comme ça, c'est parfois presque plus compliqué chez les parents qui ont une histoire complexe derrière. C'est parfois plus facile d'amener l'enfant que d'aller parler. Alors là, j'ai pas très bien compris, parce qu'elle dit, il m'a dit que ça touche la relation à mon père. J'ai pas très bien compris. Ça veut dire qu'elle a quand même fait une démarche. Peut-être qu'après elle a pas ramené par la suite. Écoutez, ne soyez pas. La difficulté, vous l'avez bien compris, c'est de pouvoir le reprendre, en parler avec votre ami, et peut-être que votre mari, votre compagnon, votre mari, qu'il lui en parle à son fils. Écoutez, à ce moment-là, qu'il en parle à son fils. Et le fils est mutique, très mutique là-dessus. C'est silence radio. Mais on trouve souvent, c'est assez classique aussi. Oui. Alors là, le papa, je pense, va vraiment aborder en disant, mon fils, écoute. Écoutez, ça sera peut-être l'occasion, un peu aussi, qu'il y ait un peu plus de pères présents. Ça sera peut-être aussi. Bien légitime, Caroline, vous voyez, parce que nous aussi, combien?
Bon, très bien. Ô combien. Écoutez, c'est cela, parce qu'on culpabilise énormément, on disait on veut pas faire d'ingérence, on veut pas du tout, vous savez, être intrusif, mais ce petit et cette souffrance, l'imaginer, laver ses culottes, je vous assure, nous aussi, ça nous a bloqués, et on savait pas si c'était nous qui étions sur une autre planète à s'offusquer de cela, ou si c'est parce que les enfants en parlent tellement naturellement que nous avions l'air d'être des vieux grands-parents complètement réacs et à côté de la plaque. Non, c'est un symptôme vraiment qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, parce qu'il y a beaucoup de honte, de culpabilité, et je vous dis, si on laisse, ça peut évoluer vers un état dépressif. Hein. Très Donc bien. On n'a jamais un tel symptôme comme ça, sans suivi, à la fois pédiatrique et psychiatrique. Hein. Vraiment. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de prendre notre question, parce que vraiment, vous voyez, vous nous aidez beaucoup. Et comme c'est un sujet qui est très peu abordé, on entend très peu parler de cela, et vous êtes toujours d'excellents conseils. Vous savez, on vous connaît depuis des années, c'est comme si vous étiez l'ami de la famille. Et donc, vous êtes tellement, je vais dire... tellement délicate, et vous avez toujours la voix adéquate, et merci beaucoup, parce que oui, mais c'est vrai que c'est bien agréable d'avoir quelqu'un comme vous pour les gens qui, comme nous, sommes un peu dans le brouillard. Merci beaucoup, Caroline. Je vous en prie, je suis là pour ça. Au revoir, Bonne Marie. soirée à vous, au revoir, merci. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Il y a Cathy, justement, qui envoie un petit message au 7 21 21, qui dit, justement, ce soir, sur France 2, il y avait, on purge bébé de fait d'eau, et pour ce qu'il en est de la relation à la mère, c'était gratiné, paraît-il. Oui, un classique, hein, mais qu'on connaît pas très bien, donc, oui, j'ai pas pu le voir puisque je venais ici à Europe 1, mais, j'ai vu la première partie, c'est très bien d'ailleurs ces soirées-là. Ouais, je l'ai pas vu, mais bon. On accueille tout de suite, je crois que c'est Marie qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Oui, je téléphonais, en fait, c'était pour réagir à l'introduction à votre émission. Vous avez parlé d'un article. L'article dans Libération sur c'est Café Mortel, hein, c'est comme ça que les appelle ce sociologue Bernard Crétaz qui vient de lancer à Paris après les cafés philo, les cafés psycho, Café Mortel. Alors pour ceux qui nous rejoindraient, c'est finalement l'idée de renouer avec la tradition païenne des repas de funérailles autour de un petit peu des conversations de 2 heures autour à bâton rompu autour de la mort, la sienne, celle des autres, celle qui ne passe pas, hein, celle qu'on appréhende, et autour de vin, de bière, de fromage et de charcuterie. Voilà, dans une ambiance assez conviviale, hein, volontairement. Ouais. Mais moi, je voulais réagir là-dessus parce que, moi, dans ma famille, on a toujours eu l'habitude, à la suite d'un décès, forcément, il y a les funérailles, et après que la personne ait été mise au cimetière, généralement, on se retrouve tous, la famille, et autour d'un repas. Oui. Et c'est un petit peu comme si on dédramatisait un petit peu la journée, parce que forcément pendant les 2-3 jours où le corps est toujours là mais où la personne est partie, c'est un stress, c'est de la peine, c'est beaucoup de choses. Et moi j'ai vu l'évolution parce que j'ai une 40aine d'années. Oui. Et j'ai perdu évidemment mes grands-parents, et je me souviens de ma première grand-mère lorsqu'elle est décédée. Ça fait une grosse 20aine d'années. C'était encore l'époque où on gardait les gens, à la limite, on ramenait les corps chez soi, et pour faire les veillées mortuaires, et puis permettre aux gens de faire les visites comme ça se faisait, c'est-à-dire qu'on venait, on bénissait le corps, etc. Parce que moi je suis de religion catholique. Et donc, je me souviens que, j'étais évidemment très triste d'avoir perdu ma grand-mère, puisque, c'était une personne que j'aimais beaucoup.
Mais en même temps, je garde un souvenir vraiment agréable et presque joyeux de ces 3 journées-là où la famille s'était vraiment retrouvée, où on veillait, c'est-à-dire nuit et jour le corps. Oui. À tour de rôle, c'était pire que les 3-8 ou quelque chose comme ça. On était autour du corps. Alors bon, c'était par affinité, c'était par forcément on laissait pas les trop jeunes rester la nuit, etc. Mais moi je me souviens avoir veillé une partie de la nuit avec mes cousines. On était tous à peu près du même âge, on avait toute une vingtaine d'années. Ah oui, toute la nuit, oui, même la nuit, vous vous reliez. On veillait tout le temps, on se relayait autour du cercueil. On était dans soit on était dans la même pièce, soit on était dans une pièce à côté. Et moi, je me souviens avoir fait donc la veillée avec 2 cousines, on avait à peu près le même âge, et une sœur de ma grand-mère, donc qui était beaucoup plus âgée, forcément. Et où, je vous jure, on a passé un super bon moment parce qu'en fait, on se rappelait tous les... c'était les anecdotes, c'était tu te souviens, on a fait ci, tu te souviens, elle faisait ça, etc., etc. Et c'était vraiment un bon moment. Et quand on a fini par enterrer ma grand-mère, on s'est donc retrouvés, toute la famille, parce que des gens venaient d'un peu plus loin, etc. Donc on s'est toutes retrouvées avec le prêtre. Et on a mangé ensemble. Et je vous jure, ça n'était pas triste. Parce que c'était je pense aussi qu'à cette époque-là, c'était encore une époque où la mort avait sa place dans la vie. Aujourd'hui, c'est presque tabou. Je crois qu'on peut même supprimer le presque. C'est tabou parce que pourtant, je vous dis, nous dans notre famille, la tradition est là et on a toujours fait comme ça. Et malgré tout, lorsque ma deuxième grand-mère est décédée il y a que 5-6 ans, et ben là, ça s'est pas du tout passé pareil. Elle est restée, elle est décédée à l'hôpital parce qu'elle était très malade. Elle est restée dans un funérarium, elle n'a pas été ramenée à la maison. Et on n'a pas dit au revoir de la même façon, si vous voulez. Et moi, je garde pas un bon souvenir. Enfin, c'est assez horrible de dire qu'on a un bon souvenir d'un enterrement, mais je garde pas un bon souvenir de ces adieux-là parce que c'était dans un lieu tout à fait neutre, artificiel, même si on était là, on s'est relayé pareil pendant les 3 jours où elle est restée au funérarium, mais pas la nuit forcément. La nuit, les funérariums sont fermés, mais on se relayait pour accueillir les gens qui venaient pour bénir le corps de notre grand-mère mais c'était pas du tout pareil. Et j'ai trouvé ça très très impersonnel. On s'est retrouvés quand même après pour un repas, mais finalement, j'ai trouvé ça... j'ai pas trouvé ça normal. C'était pas dans la continuité, si vous voulez. La première fois, la dernière fois qu'on avait fait ça, c'était pour mon autre grand-mère. Et c'était naturel, c'était un prolongement naturel. On était bien, on n'avait pas envie de se quitter quelque part. On venait de quitter quelqu'un qui nous était cher, mais voilà. Et là, c'était très très étrange. C'est une ambiance très très étrange. Oui, on a mangé ensemble, on a passé un moment ensemble, mais en même temps, on s'est quittés, on n'a pas épilogué. C'était très dénaturé, presque. Je sais pas comment dire. C'était très bizarre. Et donc, si ce sociologue essaye de relancer un peu les choses en disant que la mort, c'est pas dramatique, malheureusement, on en passe par là. Je pense pas. Enfin, je peux pas parler à sa place. Il dit pas que c'est pas le sens de son. C'est-à-dire je crois qu'il veut pas laisser ça aux spécialistes. Uniquement, voyez, dans ce qui est dit, il dit que ça a toujours, dans cet article, il dit que la mort a toujours été accaparée par le pouvoir, autrefois celui de l'Église, aujourd'hui celui de la médecine.
Oui. Et donc, il dit que finalement, la mort, ça nous concerne tous, quoi. C'est notre condition même d'homme, d'humain. Et qu'effectivement, c'est tout ce que vous nous dites très joliment d'ailleurs, Marie. C'est qu'avant, il y avait ce côté très humanisé au fond malgré la douleur, il y avait ces moments où on pouvait se retrouver, vraiment resserrer les liens, et que en même temps, le fait d'être ensemble, il y avait ces moments où on pouvait échanger, partager, se souvenir de la personne disparue, et même se surprendre à rire, quoi, dans ces repas de funérailles. Moi, je peux vous dire que lors du décès de ma première grand-mère, on a eu de très très bons moments, parce que je me souviens d'une dame qui est venue, qui avait travaillé pour ma grand-mère, et qui lui était très attachée. Et cette dame était tellement emportée par sa tristesse de voir ma grand-mère décédée, et vouloir absolument la remercier sur des choses, bon, genre, je sais pas, elle lui avait appris à lire, enfin bon. Et mais elle était tellement emportée, elle était tellement à vouloir, à la limite, la bénir ou lui toucher la main une dernière fois, je ne sais quoi. Mais on a vu le moment où elle allait tomber dans le cercueil, on s'est dit, mince, comment on va faire si tout s'effondre. Mais en même temps, je veux dire, c'était très pacifié. Et j'ai l'impression, et moi la première, maintenant j'ai une fille qui est petite, et qui est dans l'âge où on commence à se poser des questions sur la vie, la mort. Bon, elle n'a pas connu, elle était très petite quand ma deuxième grand-mère est décédée, mais elle a trouvé des photos où elle était avec, etc. Et moi-même, parfois, ça m'inquiète, parce que je me dis, mais elle me parle souvent de ma grand-mère, donc elle n'a pas connu, ou quasiment pas, elle peut pas avoir de souvenirs, elle avait moins d'1 an quand elle est décédée. Et je me dis, mais pourquoi cette espèce de focalisation sur la mort, etc. Et en même temps, je me dis, mais moi, on se posait pas de questions quand j'étais petite. Enfin, la vie, la mort, c'était naturel. Bon, en plus, moi, j'étais à la campagne, donc oui, je sais pas, on voyait les animaux mourir. Oui, c'est ça aussi. On voyait, pourtant, je vous dis, elle était plus fréquente. Elle faisait partie de votre quotidien, déjà avec les animaux. Oui, et puis c'était pas un sujet tabou. Enfin, on me parlait régulièrement de mes grands-parents, arrière-grands-parents, ou des cousins, ou je ne sais quoi, qui étaient décédés. Bon, voilà. C'était naturel. On parlait des vivants comme on parlait des morts. Et aujourd'hui, on a l'impression que, et puis c'est pour tout pareil, c'est-à-dire que, bon, une personne décède, si jamais elle a eu le malheur d'être malade avant, fallait pas parler de la maladie, parce que, oh là là, c'est pas bien, c'est pas beau, puis c'est limite, ça va nous attirer des ennuis de parler de ça. Bon, ces gens, on va se rappeler au bon souvenir de quelques mauvais plaisants dans le ciel ou ailleurs, et qui va nous envoyer aussi sur nous la maladie. Donc on parle pas de la maladie, non, il faut pas. Bon, après, la personne décède, vite, faut déjà pas la ramener chez soi, parce que bof, c'est moyen d'avoir un mort chez soi. Donc vite, on l'enterre très vite, à des heures ouvrables, pour aller bénir le corps si jamais on en a l'envie, si ça nous traverse l'esprit. Vite, toujours très vite. Et puis très vite, il faut oublier. Très vite, il faut se reconstruire. Et pour tout, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'a plus de période de deuil possible. Mais de deuil pour un décès réel, de deuil pour une séparation affective quelconque, un divorce ou autre, il faut que tout aille très vite. Il faut qu'on oublie. Il faut qu'on soit des petites ardoises magiques sur lesquelles on écrit des choses, on les vit, et vite, on les efface, parce qu'il faut laisser la place à autre chose. Et puis, la tristesse, ça rend malheureux les gens. Alors, c'est pas bien, c'est pas politiquement correct. On n'a pas le droit d'être malheureux. Donc il faut vite donner des antidépresseurs quand on est triste. Oui, et puis surtout ne pas écouter. Quelqu'un qui va pas bien, pour une raison ou pour une autre, non, on l'écoute pas, parce que ça nous met face à nos malaises à nous aussi sûrement, mais c'est pas, enfin je veux dire, pour les nouvelles générations, mais enfin je veux dire, ça sera tout.
ça va être construit sur du faux. La vie, c'est pas que des paillettes, c'est pas que tout va bien et je gagne au loto, c'est pas que la vie est belle et les oiseaux chantent. Et les problèmes, si on n'est pas préparé à un moment ou à un autre à les affronter, quand ils nous tombent dessus, parce qu'immanquablement ils nous tombent dessus, ben comment on fait ? Et c'est pour ça que je pense que les gens qui ont peur, au fond, et même ces idées de peut-être de café comme ça, comme il l'appelle café mortel, qui peuvent dire oh là là, ça va être sinistre. Et il dit très bien qu'il a entendu les choses les plus tristes, les plus dures, mais aussi les plus drôles. En tout cas, il explique rarement le silence, parce qu'il dit que quand on parle de la mort, on est forcément dans le vrai. Oui. Et quand on vous entend, on le sent, ça. C'est-à-dire que c'est effectivement, on est très loin de toute cette apparence des choses, quoi. Là, on est au plus près de nous-mêmes, parce que ça nous touche. Alors, je reçois des messages. Il y a Petite Plume qui dit personnellement, si une personne qui m'est extrêmement proche partait, je n'aurais vraiment pas envie de manger ou de parler. On ne sait pas. On ne peut pas savoir finalement comment on réagit. On peut passer le temps de l'émotion, de temps des obsèques, justement ce temps après du repas, comme vous le disiez, Marine, et moi pour l'avoir vécu aussi, c'est un moment où même à la limite, il peut y avoir des moments de larmes, de pleurs, oui. Et puis après des moments où on est tellement à fleur de peau, tellement où on peut passer vraiment du rire aux larmes, hein, parce que je crois que c'est des moments où on est dans une extrême vulnérabilité. Et puis je pense que c'est parfois des rires, peut-être, enfin c'est même pas des rires, mais c'est des moments de joie parce qu'on se souvient de la personne. Et les personnes, ok, elles meurent, c'est vrai, elles nous quittent, mais finalement c'est une réaction, enfin je sais pas, pour avoir perdu quand même pas mal de gens, de proches, c'est toujours très égoïste. On est triste par rapport à nous-mêmes parce que on est triste parce qu'on ne verra plus la personne. On est triste parce que la relation qu'on avait avec cette personne, le bien que ça pouvait nous faire, etc., eh ben ça nous manque. C'est humain, c'est normal. Et je me dis que eh ben c'est peut-être très égoïste d'avoir ce genre de repas, mais c'est une façon de s'accrocher encore à cette personne-là. Et pendant ce repas, oui. Pendant ce moment d'échange, la personne, elle est là. Oui. C'est une façon de ne pas la laisser encore complètement partir. De toute manière, les gens... Enfin, je veux dire... Mais on est avec des gens qui l'ont aimé, qui l'aiment, et puis on est aussi en présence d'autres personnes qu'on aime. Enfin, c'est des moments aussi chaleureux. Enfin, c'est... Oui, on se soutient. Des moments, ouais, on se soutient, c'est ça. Il y a c'est important, et ça... Alors qu'aujourd'hui, comme vous dites, on a perdu ça. Parce que comme le dit Coco aussi, ce que vous disiez, on meurt aussi plus à l'hôpital qu'avant, hein. Donc, ça joue. Alors, j'ai reçu aussi un petit message d'Eddie qui dit, dans le nord de la France, on fait encore beaucoup de veillées. Et Eddie est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Eddy. Voilà, moi en fait, ma grand-mère est morte il y a à peu près 2 ans. Bon, déjà elle est morte chez elle parce qu'elle voulait mourir chez elle. Et donc on a fait sa dernière volonté de la laisser décider chez elle. Pourtant elle avait une hospitalisation à domicile. J'avais déjà témoigné sur l'hospitalisation à domicile sur votre antenne. Et en fait nous aussi, on avait aménagé, on avait enlevé tout le salon pour pouvoir la mettre dans le salon pour que les gens puissent venir la voir quand ils voulaient. Oui. Donc c'était, ils venaient le matin, ils venaient l'après-midi, ils venaient le soir. Mes parents étaient là, moi j'étais là aussi quand je pouvais parce que moi je travaillais aussi, donc on y allait quand on pouvait. Et c'est vrai que après pendant ma sœur, elle c'était très bizarre parce que ma sœur dormait la nuit avec. Elle dormait comme il y avait encore un canapé dans le salon, elle dormait avec ma grand-mère dans le salon. Oui. Elle voulait pas la laisser seule le soir. Ouais. Jusqu'à temps qu'on l'enterre, elle a dormi avec elle. Le jour où il y a eu la mise en bière, tout ça, que les pompes funèbres sont venus, là, tout le monde était réuni. Nous aussi, dans notre famille, qu'est-ce qu'on a comme tradition, c'est qu'on met les objets de la personne dans le cercueil.
c'est-à-dire des objets qui lui appartenaient. Donc, ça dépend ce qu'elle aimait bien, tout ça. Donc, on mettait, comme ma grand-mère, on lui a mis un jeu de cartes parce qu'elle aimait bien jouer à la belote, au rami, tout ça. Donc, on lui a mis un jeu de cartes, tous des trucs comme ça dans le cercueil. Et c'est vrai que ce jour-là, on a eu un fou rire parce qu'en fait, mon oncle nous l'avait pas dit. Et il a voulu le mettre dans le cercueil. Et en fait, il a voulu le poser sur ses pieds. Et en fait, il est tombé, mais avec un gros boom dans le cercueil. Et là, on avait tous éclaté de rire. Oui, mais c'est ça, il y a toujours des... Oui. Parce que, en fait, on s'y attendait pas. On l'a vu arriver. Oui. On voyait à sa tête qu'elle allait faire une bêtise, mais on savait pas quoi. N'imaginiez pas celle-là, oui. Oui, en fait, ma grand-mère était plus petite que le cercueil. Et en fait, j'ai voulu le poser sur ses pieds. Et en fait, j'ai pas vu qu'il y avait quand même un écart entre les pieds et le fond du cercueil. Et ça a claqué dedans. Oui, et puis après... on est tellement tendu dans ces moments-là, on est tellement, c'est ça, tellement on est à fleur de peau, quoi. Donc rien peut nous, c'est ça, on bascule, quoi, du rire aux larmes. C'est pour répondre à Coco qui dit, moi, ce sujet me met mal à l'aise parce que pouvoir rire autour d'un repas me semble déplacé par rapport aux défunts. Mais pourquoi ? Parce que le défunt, il riait jamais. Mais oui, c'est ça. Le défunt, il était triste toute sa vie. Et le défunt, il rasait les murs toute sa vie et rien ne l'amusait. Alors oui, dans ces cas-là, c'est vrai que ça peut mettre mal à l'aise. Mais les gens, avant d'être morts, ils étaient vivants, ils avaient une vie, ils riaient, ils avaient leur famille qu'ils aimaient. Et ça fait du bien. Alors ça veut pas dire, bien sûr, ça veut pas dire que ça se transforme, c'est pas des grandes fêtes païennes. Mais c'est, je veux dire, il y a deux, ça humanise, quoi. Ça humanise. C'est au lieu, c'est vrai que c'est ce quand vous décriviez entre le premier enterrement de votre première grand-mère et la deuxième au funérarium, où bon là c'est tellement triste, quoi. C'est ça, il y a toute la différence est là, alors que là il y a du lien au moins. Voilà, c'est. Et puis les gens, je sais pas, les gens peuvent venir comme ils veulent, comme ils voulaient. C'est ce que disait votre intervenant, c'est Eddie, je crois. Les gens venaient quand ils en avaient envie, le matin, l'après-midi, dans la soirée, c'était pas un problème. Au funérarium, c'est à heure fixe, et limite, il faut pas prendre un rendez-vous. Alors évidemment, bon, je reçois un message, quelqu'un qui me dit, évidemment, il y a des morts qui sont terribles quand c'est quelqu'un qui a une belle vie bien remplie. Donc vous parlez de votre grand-mère. On peut se dire, elle a une belle vie derrière. Quand c'est la mort d'un enfant, il y a quelque chose qui est éminemment tragique et qui est de l'ordre de l'injustice. Non, mais ça, je vois pas là, il y a quelque chose qui est terrible. C'est ce que dit Apsara aussi, quand il y a une personne décédée tragiquement dans un accident ou de vieillesse, ça se vit pas de la même façon. Ça ne se vit pas de la même façon. Mais moi, pour avoir perdu, quand j'avais 18-19 ans, un de mes meilleurs amis qui s'est tué en voiture, il avait été, une fois qu'il a été préparé, parce que forcément accident de voiture dit quand même quelques dégâts, il avait été ramené dans la maison familiale chez ses parents, et tous ses amis, on était restés, on était là, on veillait. Et on était triste, évidemment qu'on est triste. À 18 ans ou à 19 ans, on n'est pas fait pour mourir, si tant est que, il y a un âge pour mourir, mais c'est ce que vous dites, à 95 ans, on a une belle vie derrière soi. À 18-20 ans, on a la vie devant soi, c'est différent. Mais malgré tout, je pense que le fait que nous puissions rester aussi longtemps qu'on en avait envie auprès de lui, auprès de sa famille, eh bien, on se soutenait les uns les autres. Et c'est vrai qu'on était très tristes. Et c'est vrai qu'il y avait une tension de tristesse, etc. Dans ce cas-là, qui était différente que ce que j'avais connu, moi, pour ma grand-mère, par exemple. Mais, malgré tout, ça nous a aidés à lâcher prise aussi à un moment donné. Parce que c'était d'abord la mort a été violente parce qu'accidentelle, et puis deux parce que à 18 ans on n'imagine pas qu'on soit mortel, donc c'était très très violent. Et puis des parents qui voient partir un fils de 18-20 ans, c'est pas dans la logique des choses, donc c'était très violent pour eux. Et quelque part nous voir encore là. Alors que 8 jours avant, on était chez eux pour juste s'amuser ensemble, etc. Bon, nous voir encore là 8 jours après, toujours autour de notre ami, quelque part, c'était aussi, ça les a aidés, je pense,
Même si, malgré tout, il y avait des moments où, alors c'était sûrement la tension nerveuse, je dis pas, mais malgré tout, il y a eu des moments où on s'est souvenu de bons moments, de sorties en boîte qui étaient un peu loufoques, de plaisanteries parce que c'était vraiment un bout en train, quelqu'un qui mettait oui, non, mais je comprends tout à fait. Mais bon, après, je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est vrai qu'il y a parfois, je reçois un message, chacun fait comme il peut. Mais vous réagissiez, je précise, par rapport à ce que je disais au départ de l'émission. Merci beaucoup sur ce sociologue qui a démarré en France, parce qu'il a déjà fait en Suisse, ces cafés où on pourra parler autour de la mort et sur le fait parfois on est tellement isolé, on ne sait à qui en parler. Il y a Michel également qui est avec nous. Eddie a raccroché. Bon, j'espère. C'est vrai il a peut-être pas eu le temps de développer. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous écoute depuis très longtemps et puis en fait c'est la première fois que j'interviens en direct, donc je suis assez merci. émue. Et j'allais me coucher et puis j'ai entendu le sujet sur la mort. Et donc moi j'ai vécu ce qu'a vécu la jeune fille qui a parlé tout à l'heure sur les journées où on a le corps à la maison. Donc nous c'était maman. Et pendant 3 jours, en fait, plein de gens sont venus nous voir. Et il y avait le corps, bien sûr. Et puis maman, elle était très très jolie. On avait bien arrangé son espace. Et après, le dernier jour, dans son cercueil, c'est pareil. On avait mis des choses qu'elle aimait. Et puis voilà, elle était très joliment apprêtée. Et donc, ça n'a jamais été triste. Bon, passer le stade où on passe de la vie à la mort, bien sûr, là c'est le choc, mais ensuite, ces 3 journées-là, elles ont été belles. En plus, on a eu la chance d'avoir du soleil. Et ça aidait quand même. Et tous ces gens, en fait, qui venaient, certains, on les avait pas vus depuis très longtemps. Et c'était plein d'amour c'était plein d'amour à recevoir. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir le corps du défunt avec nous, parce que sinon, c'est vrai qu'au funérarium, je l'ai vécu pour une grand-mère, c'est pas la même chose du tout. C'est vrai, c'est ce que disait la personne tout à l'heure. Et tous ces gens qui sont venus et qui, après avoir passé un moment avec maman, avec nous, pareil, par affinité, par petits groupes, après, il y avait un moment, juste pour, entre guillemets, les vivants. Et donc, on parlait de maman et c'était plein de jolies choses qui étaient redites et plein de souvenirs qui remontaient. Et donc, voilà, plein d'amour. Et merci ensuite, beaucoup, Michel, pour ce témoignage. Je suis désolée, on arrive à la fin de l'émission, mais j'espère que sur d'autres sujets, vous aurez la possibilité de nous rappeler. Merci beaucoup, Marie. Il y a Louison qui dit vous parlez tellement bien que vous allez pouvoir reprendre ma place. C'est vrai que vous en parliez très très joliment, en tout cas. Il y a Catherine qui dit lorsque mes parents sont décédés, nous avons veillé les 3 jours, fait un repas ensemble. C'était une jolie manière de leur dire au revoir. Il y a Georges qui me dit ma dernière volonté, mon téléphone avec moi pour pouvoir vous envoyer des SMS de là-haut. Je demanderai à Sigmund Freud de m'aider. Il y a quelqu'un qui me dit une batterie rechargée. Alors, oui, vaut mieux. Dans le Nord, on dit on fait un repas dansant à l'honneur du défunt. Je vous embrasse, Marie, et également Michel, et puis Eddie. Au revoir. Donc, j'ai parlé de Bernard Crétaz, ce sociologue, et si vous voulez en savoir plus sur ces cafés mortels, il a écrit un livre là-dessus aux éditions Labor et Fides. Merci à Jean d'ailleurs qui m'a renseigné sur l'édition. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Quelques jolis rêves. Il est maintenant 1h, l'heure des informations présentée par Émilie Bonneau.